Bien, bonjour à tous. Donc, Bertrand Waska, société ACOM. Donc, personnellement, je suis responsable marketing en charge de l'offre Smart Industry du groupe ACOM. Je présenterai aujourd'hui donc un support sur l'intelligence artificielle et notamment les applications qu'on peut envisager aujourd'hui dans le cadre d'une application de maintenance prévisionnelle. Et pour ça, donc, je suis accompagné de l'un de nos clients, donc NJ Axima, avec Monsieur Vidal et Ménard, qui vous feront part de leur expérience. Donc aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, et surtout sur un salon comme Global Industry, on a tendance à avoir des mots-clés un peu partout, surtout tous les stands, par exemple sur le salon. On parle de big data, de machine learning, éventuellement de réseaux de neurones, d'apprentissage supervisé. Tout ça, ça semble un peu compliqué. On ne sait pas forcément de quoi il s'agit et on ne voit surtout pas forcément immédiatement quelles sont les applications concrètes qu'on peut imaginer aujourd'hui mettre en place dans les industries. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous fournir un éclairage un peu sur ce qu'on est en droit d'attendre de la maintenance prévisionnelle aujourd'hui pour une application donc, industrielle. Et pour ça, on va passer par trois parties. Donc une première pour poser quelques définitions, une seconde où on va rentrer un peu dans le concret avec les applications vraiment qu'on peut imaginer pour la maintenance prévisionnelle aujourd'hui. Et enfin, donc, on illustrera tout ça au travers du retour d'expérience d'Engie Axima. Donc d'abord quelques définitions de base. L'intelligence artificielle dans les années 60, c'était tout simplement pour décrire le fait de pouvoir reproduire un comportement similaire au cerveau humain au travers d'un ordinateur. Finalement aujourd'hui, la définition s'est un peu élargie puisque ça va englober un peu l'ensemble des techniques informatiques qui vont permettre de reproduire des fonctions qu'aujourd'hui effectivement seul un humain était capable de réaliser en raison de leur complexité. Donc, à partir de là, quelles attentes sont suscitées au travers de l'intelligence artificielle? Donc, c'est vrai que quand on en parle, et on entend beaucoup des discours du type « Ne vous inquiétez pas, donnez-nous toutes les données dont vous disposez, on va faire un peu, quelque part, de la magie dans le cloud et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. » Sauf que la bonne approche pour faire, par exemple, du machine learning, c'est de garder en tête d'abord, mais qu'est-ce qu'on cherche à détecter? Quel est l'objectif qu'on se donne au travers de cette stratégie? Donc, typiquement dans notre cas, pour la maintenance, quel type de défaut on va souhaiter à détecter? Deuxième question importante, et c'est là où on va avoir un besoin d'expertise, c'est comment on va réussir à caractériser ce défaut. Ça ne sert à rien d'acquérir une multitude de données de différents types si effectivement il n'y a potentiellement aucun lien, aucune corrélation à faire avec le type de défaut concerné. Donc c'est important de savoir ce qu'on cherche et d'avoir à minima une idée de comment on va pouvoir le caractériser. Et enfin, importance de la donnée, puisque là aussi dans machine learning, il y a learning, donc apprentissage. Donc pour apprendre, on va avoir besoin de données, mais pas n'importe quelle donnée. Là aussi, on voit beaucoup de clients potentiellement qui ont démarré des projets de se dire on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir faire avec l'intelligence artificielle, mais c'est pas grave. On stocke des données comme ça, on les met sur nos disques durs et on espère qu'un jour, on a un outil magique qui va arriver et qui va nous permettre de faire un peu tout et n'importe quoi grâce à ces données. C'est important d'avoir de la donnée, mais c'est beaucoup plus important qu'elle soit qualifiée. J'ai illustré tout ça au travers d'un exemple très simple qui n'a pas forcément de rapport, mais on va dire, imaginons, on souhaite développer une technique de machine learning qui nous permette de reconnaître des photos de chats dans une base de photos d'animaux. Donc l'objectif, voilà, c'est détecter, reconnaître des photos de chats. Indicateur, vous imaginez bien que si vous définissez juste le fait qu'il faut qu'il ait 2 oreilles, 4 pattes et une queue, bon, on risque de sortir autre chose que des chats à la fin à la sortie du moteur. Et dernier élément, importance d'avoir des données qualifiées. C'est-à-dire que si on dit au système d'apprendre ça c'est un chat et que dans ce qu'on lui donne, il y a des photos de chats et des photos de lions, là aussi ce qui va sortir du moteur ne sera pas forcément très pertinent. Donc voilà, c'était juste pour rappeler finalement qu'il y a une grosse tentation qui est aujourd'hui de dire effectivement on peut avoir quelques données déjà connectées, on va les stocker et c'est pas grave, demain avec la technologie, on va faire des miracles. La bonne approche, c'est vraiment de commencer par l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche à détecter. Commencez par exemple par faire une update de vos machines, quelles sont les défaillances, qu'est-ce qu'on cherche à détecter, comment on peut les caractériser, et donc à partir de là, savoir quel type de données on va pouvoir acquérir de façon à pouvoir faire travailler de l'intelligence artificielle. Donc, intelligence artificielle, aujourd'hui, dans notre vie commune, on peut en voir à différents niveaux quelques exemples d'applications.
Pilotage de drone, par exemple, on a une télécommande, on fait déplacer un appareil d'un point A à un point B, mais derrière, pour qu'il se stabilise automatiquement dans l'air, etc., c'est bourré d'intelligence artificielle. Guidage par GPS, vous donnez juste la destination, ça calcule automatiquement, ça prend en compte les conditions de circulation en temps réel, là aussi bourré d'intelligence artificielle. Un autre exemple, évidemment, donc tout ce qui est assistance vocale. Quand on rentre un peu plus dans le concret, par exemple, ce qu'on peut proposer au travers du groupe ACOM, donc ACOM a différentes marques, on a soit déjà disponible dans des produits, soit à l'état de recherche dans les mains de notre équipe innovation, des travaux donc, sur la reconnaissance et localisation de sources d'émissions de particules au travers de la marque Ecotech, donc, qui fait du monitoring de tout ce qui est qualité de l'air, reconnaissance et localisation de sources de bruit au travers de la marque 01 dB, donc pour tout ce qui est nuisance sonore dans l'environnement. Reconnaissance et localisation de coups de feu au travers de la marque Metravib, donc pour là une application défense. Et donc enfin, reconnaissance et localisation de défauts sur des machines tournantes au travers des marques OneProd et Fixture Laser. Donc on va rentrer un peu dans le dur et vraiment se focaliser maintenant sur les applications liées à la maintenance prédictive, prévisionnelle. Et donc je vais commencer un peu par pourquoi d'abord on peut utiliser la maintenance, quel intérêt, pourquoi on a besoin aujourd'hui de la maintenance prévisionnelle. Et pour ça, je vais illustrer au travers de mon expérience personnelle, puisque avant de passer chez ACOM, donc c'était il y a 10 ans, j'étais moi-même utilisateur de maintenance prévisionnelle, notamment d'un système de suivi temps réel, pour une application qui était très critique, puisque c'était dans le nucléaire, sur des pompes de refroidissement des centrales, donc des réacteurs. Et donc là, c'est vrai que moi, à ce moment-là, donc on avait commencé par une AMDEC, on était passé par la vibration qui effectivement permettait de couvrir le plus grand panel de défauts. Mais l'application était tellement critique qu'on n'a pas vraiment eu besoin de se poser la question en termes de ROI, savoir si c'était intéressant ou pas intéressant de démarrer ce programme. Mais du coup, ça m'a un peu personnellement choqué quand, une fois passé chez ACOM, en allant voir des clients, on savait démontrer par A plus B, tel roulement quand il tombe en panne, c'est tant d'heures d'arrêt, c'est tant de kilo-euros, etc. Le retour sur investissement, vous le constatez dès la première détection d'un défaut. Et les clients pourtant disent non, mais ça ne m'intéresse pas. La vibration, j'ai essayé une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai embauché du personnel, je l'ai formé, une fois qu'il était bon, il s'est fait débaucher. Le programme est retombé par terre, on a redémarré à zéro, etc., etc. Et donc là, effectivement, problème de gestion de compétences. On sait que les vibrations, historiquement, c'était plus destiné, on va dire, à un public expert, donc qui a besoin d'être formé pour que ce soit efficace. Là, premier intérêt de l'intelligence artificielle, permettre de démarrer beaucoup plus facilement un programme comme ça, sans avoir forcément besoin d'être un expert. Et tant qu'on parle d'experts, effectivement, deuxième chose qui m'avait personnellement choqué en arrivant chez ACOM, quand on allait voir les experts, donc utilisateurs des vibrations, on leur demandait comment finalement vous pourriez en faire plus. Les bénéfices sont démontrés, il y a un fort intérêt, une forte pression parce que besoin de compétitivité des entreprises. Comment est-ce que potentiellement on pourrait élargir un programme de vibration, un programme de fiabilité à d'autres machines qui aujourd'hui ne sont pas surveillées? Et là, la réponse était un peu unanime, finalement, quels que soient les experts, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et puis bizarrement, en fait, en creusant un peu ce qu'ils faisaient au quotidien, on se rend compte qu'ils analysaient, ils passaient énormément de temps à analyser des machines qui, en fait, allaient bien. Donc là aussi, on a un fort intérêt à pouvoir utiliser des nouveaux outils au travers de l'intelligence artificielle qui puissent permettre de faire un filtre automatique pour les experts, pour leur dire la machine sur laquelle il s'est passé quelque chose, c'est celle-là. C'est celle-là sur laquelle on a besoin de ton diagnostic. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment 2 grandes familles d'applications qui se dégagent. Une première qui va être plus orientée sur du diagnostic automatique, sur des machines communes, donc on a des gros volumes, beaucoup d'utilisateurs et pas forcément suffisamment d'experts aujourd'hui pour pouvoir le faire sans aide de nouveaux outils tels que de l'intelligence artificielle. Et une deuxième famille d'applications que j'ai appelée ici Smart Exception, le Smart Exception Monitoring, on va être peut-être sur des process un peu plus complexes, des machines qui par défaut vont peut-être déjà être connectées, qui vont varier beaucoup plus en fonction du process. Alors là, j'ai illustré avec un bras robotisé, ça aurait pu être une machine outil, une presse d'empoudissage, une éolienne, mais des machines qui sont
de par le fonctionnement du process, déjà beaucoup plus difficiles à analyser par les vibrations, qui vont être connectées, et où là, effectivement, on va avoir des experts qui vont se retrouver en face d'une flotte de machines instrumentées en ligne, et qui vont avoir besoin d'outils pour les aider à être plus efficaces, à aller directement passer leur temps sur les machines sur lesquelles il s'est passé quelque chose. Et donc après, quand on rentre un peu plus dans le détail au niveau de du diagnostic automatique, on peut là aussi distinguer 3 applications différentes. La machine qui va être connectée, parce que par exemple c'est un ventilateur de refroidissement supercritique, s'il s'arrête, c'est le process qui s'arrête. Peut-être qu'on va plutôt mettre en place un système surveillance temps réel. Des machines qui vont être connectées, mais peut-être en sans fil. Donc là, on n'a pas de la donnée qui arrive en temps réel. On a de la donnée fréquente, par exemple tous les jours, mais on ne sera pas connecté en sans fil. Un système connecté en filaire, donc un système par contre sans fil, donc complètement sans fil, c'est-à-dire auto-alimenté, sur lesquels on va avoir d'autres contraintes qu'on n'avait pas avec un système filaire, au niveau de ce qui est autonomie, etc. Et enfin, une dernière application avec ce que j'ai appelé la machine non connectée, c'est-à-dire qu'on va aller mesurer à la main avec un appareil portable, de façon périodique ou à la demande en fonction du besoin. Et donc on va avoir 3 applications en face desquelles on peut potentiellement mettre 3 solutions différentes qui adressent les différentes contraintes. Donc 3 solutions différentes au niveau de l'intelligence artificielle. Donc je vais faire un premier focus sur le cas de la machine non connectée. J'en profite d'ailleurs pour, si ça vous intéresse, on a également les appareils qui exploitent ce moteur qui sont visibles sur le stand fixture laser, donc le 1F15. Si après cette présentation ça vous intéresse, n'hésitez pas, on vous donnera de plus amples informations. Donc aujourd'hui, on a un moteur de diagnostic automatique qu'on a appelé Accurex, qui a été sorti, pour être exact, en 2013, qui s'appuie sur une technologie de réseau bayésien. Le réseau bayésien, en fait, nous a permis de reproduire l'approche qu'avait un expert des vibrations. Donc l'expert, c'est un peu comme un docteur, il va chercher après des symptômes dans les vibrations. Donc le docteur, est-ce que vous avez de la fièvre, mal à la gorge, etc. L'expert en vibration, il va faire un peu pareil, mais avec les vibrations, pour essayer de déterminer quel est le défaut présent sur la machine. Et donc là, on a reproduit cette approche probabiliste au travers du réseau bayésien. Et donc on est capable d'établir une probabilité de présence en face des défauts les plus communs sur une machine, et à partir de ça, d'établir un diagnostic automatique. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où en fonction des défauts qu'on a trouvés, de la sévérité, on va être capable de dire si la machine va bien, s'il y a un problème urgent à corriger, ou si on est entre les deux, c'est-à-dire il y a un défaut à suivre, mais qui n'est pas forcément urgent de corriger, d'où le niveau vert, jaune, rouge. Donc là, vous avez une illustration avec un exemple de résultat qu'on peut fournir sur le terrain devant la machine et l'utilisateur. Donc ici, avec un problème de roulement et un fort niveau de confiance, idem pour la cavitation avec un fort niveau de confiance. Donc ce qu'on a mis en place chez ACOM, puisque effectivement ce moteur de diagnostic automatique, il n'est pas nouveau, il existe aujourd'hui depuis 2013. Donc on a mis en place après un processus d'amélioration de ce diagnostic automatique grâce à nos experts en vibration, donc qui fournissent des prestations d'analyse et services à nos clients. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de contrats de services sur lesquels on utilise nous-mêmes l'outil de diagnostic automatique pour faciliter aussi le travail de nos utilisateurs. Et derrière, donc on a nos experts qui vont pouvoir qualifier ces données et dire oui, effectivement, ce résultat, il était bon. Ou non, ce résultat était incorrect et voici quel était le bon résultat. Et on va pouvoir, à partir de ça, donc là, on est dans de l'apprentissage supervisé, faire du machine learning et permettre d'améliorer les modèles, les règles, mais également aussi faire du machine learning dès qu'on a assez de volume de données. Donc là, ça dépend des composants, etc. Définir un peu le niveau 1, vert, jaune, rouge, grâce à des règles abstraites. C'est-à-dire que réseau bayésien, on était sur des règles explicites, de bons, on va dire, tout expert ayant suivi une formation d'analyse vibratoire serait potentiellement capable de définir des règles qui soient cohérentes pour la détection des défauts. Mais là, effectivement, l'idée, ça va être de dire, après l'expert, dire si la machine est plutôt jaune ou rouge, il se base beaucoup sur des éléments après de contexte ou qui sont là qu'on peut plus forcément décrire au travers d'une formule mathématique. Et donc là, l'intelligence artificielle va pouvoir apprendre les données, apprendre des éléments sur les données sans forcément suivre ces concepts cette théorie de bonne pratique telle que nous on raisonnerait.
et donc pour aller plus loin, et donc c'est là où on peut faire rentrer des règles abstraites pour déterminer de façon automatique et plus pertinente du coup si on est plutôt vert, jaune ou rouge. Donc voilà, on est vraiment aujourd'hui dans ce processus d'amélioration de notre système de diagnostic automatique Accurex. La première mise à jour donc, va être mise à disposition ce mois-ci sur le marché et ça devrait continuer sur les mois suivants. Donc deuxième cas d'application mentionné, l'application sans fil. Donc effectivement, les capteurs sans fil, c'est nouveau, ça existe. Nous, à titre personnel, on en a un pareil qui s'appelle Eagle, qui est sur le marché depuis 2013. Mais qui dit capteur sans fil et surtout auto-alimenté, ce sont des nouvelles problématiques qu'on n'avait pas auparavant, notamment la communication. C'est-à-dire que autant en filaire, vous avez votre câble Ethernet et puis vous pouvez, j'allais dire, streamer la donnée. Là, on est notamment, quand on parle d'instrumentation IoT, les tuyaux qui permettent de faire passer les données sont de plus en plus petits. Et donc, on a un véritable enjeu au travers de l'intelligence artificielle à traiter la donnée en amont, au plus près du capteur, pour ne plus avoir à renvoyer les signaux qui nous permettaient de faire l'analyse après coup dans le logiciel, et puis fournir des solutions qui soient viables et adaptées à cette nouvelle architecture sans fil. Deuxième contrainte qui est importante, c'est l'autonomie. Là, effectivement, on a un capteur sans fil auto-alimenté avec une pile qu'on va devoir remplacer. Alors, par exemple, avec Eagle, on est entre 3 et 5 ans en fonction de ce qu'on va demander au capteur. Mais où là, du coup, pour faire tourner de l'intelligence artificielle dans ce capteur, on va devoir donc sélectionner une techno d'intelligence artificielle qui soit peu gourmande. Donc, et même si c'est le cas, derrière, il va falloir la nourrir, lui donner des indicateurs en entrée. Et donc, ces indicateurs-là, de la même façon, il faudra qu'ils ne soient pas trop consommateurs pour que ça n'impacte pas trop l'autonomie du système. Donc là aussi, on va pouvoir travailler sur des indicateurs dégradés qui n'aient pas d'impact sur la qualité du diagnostic. Mais pour que ça garde toute sa pertinence, effectivement, il faut d'un côté avoir l'expertise pour savoir quels sont ces indicateurs et deuxièmement, les données pour faire de la validation et dire effectivement si on dégrade cet indicateur, on ne dégrade pas la performance du diagnostic. Ça amène également à retravailler un peu sur l'architecture, on va dire comment est distribuée l'intelligence. Peut-être qu'il ne faut pas faire 100% du job dans le capteur, qu'il y a une partie dans le capteur, une partie éventuellement dans le cloud, etc. Donc ça amène à complètement repenser les modèles pour s'adapter à ces nouvelles problématiques, à la fois de communication et d'autonomie. Enfin, un dernier cas que je souhaitais mettre en avant, c'est ce que j'ai appelé donc le Smart Exception Monitoring. Où là, on est plutôt sur des machines à process un peu plus complexes qui vont être connectées, surveillées avec des systèmes online, temps réel. Et je voulais illustrer ça au travers de l'exemple d'une éolienne. Donc là, vous avez la courbe de puissance, donc vitesse puissante, la courbe de fonctionnement, pardon, d'une éolienne. Aujourd'hui, comment fonctionnent les experts, et c'est une méthodologie qui a fait ses preuves, c'est qu'ils vont travailler sur des données qui ont été prises dans des conditions particulières de la machine, de façon à ce qu'entre deux mesures, on puisse comparer, on puisse avoir des données comparables. Vous imaginez bien que quand l'éolienne, quand il y a peu de vent, ça tourne à basse vitesse et donc on a un niveau de vibration naturellement plus faible. Et donc ce n'est pas comparable pour cette même machine avec une mesure qui sera réalisée avec une condition beaucoup de vent et donc des vibrations naturellement beaucoup plus importantes. Donc aujourd'hui, l'expert, il va par exemple se concentrer sur 2, 3 conditions particulières dans lesquelles il va faire son diagnostic. Et donc là, effectivement, on se dit, l'intelligence artificielle, elle, à la limite, elle n'a pas besoin de se définir manuellement des conditions pour faire le suivi. Parce que là, effectivement, si on imaginait que l'expert, en chaque point de la courbe, se définisse une condition avec des seuils d'alarme, etc., on aurait un système tout simplement ingérable pour un humain. Là, par contre, on n'a plus ces barrières pour l'intelligence artificielle. Donc on peut imaginer que l'intelligence artificielle puisse exploiter l'ensemble de ces données pour faire un suivi et détecter des évolutions anormales de comportement, par exemple, de façon complètement automatique. Là, par contre, ça amène quelque part une autre problématique qui est de se dire, là, effectivement, ça veut dire que l'intelligence artificielle va avoir accès à plus de données que n'avait l'expert. Donc, on va avoir un système d'intelligence artificielle qui potentiellement peut détecter une alarme sur une donnée qui n'est pas accessible à l'expert. D'où la question finalement, gardez bien en tête quelle est l'action recherchée. Si vous avez juste un système d'intelligence artificielle qui vous renvoie une alerte et que derrière vous n'avez aucun moyen de contrôle, vous risquez très vite de vous dire ça en fait finalement c'est une fausse alarme et le système on le met à la poubelle.
alors que finalement, peut-être que l'alarme était justifiée, mais le système ne fournissait pas forcément la capacité d'aller vérifier cette alarme. Donc là, c'est vraiment, quand vous bâtissez votre stratégie, ok, aujourd'hui, effectivement, on peut commencer à travailler sur des solutions d'intelligence artificielle pour des applications plus complexes, mais il faut bien se garder en tête qu'est-ce qu'on souhaite faire lorsqu'on reçoit une alarme. Avons-nous besoin de capacités de diagnostic? Est-ce qu'après, en fait, vous sous-traitez complètement l'expertise? Lorsque ça s'allume, vous appelez un expert externe, etc. Mais voilà, donc c'était une autre information à bien garder en tête. Donc voilà, juste avant de passer la parole donc, à M. Vidal et Ménard de Axima, en conclusion, aujourd'hui l'intelligence artificielle, ou artificial intelligence en anglais, moi j'aime bien associer le terme d'assistant intelligent. C'est vraiment quelque chose, un outil qui doit être là, considéré comme pour nous aider d'un côté à démarrer un programme, à constater le ROI plus rapidement, sans forcément avoir à investir tout de suite beaucoup en formation. Ça n'empêchera pas le personnel de monter en compétences, mais il sera tout simplement efficace beaucoup plus rapidement. Ou assistant également pour l'expert, qui aujourd'hui manque de temps finalement pour éventuellement traiter plus de machines, et où là on va pouvoir aussi apporter des nouveaux outils qui permettront de traiter plus de machines et de façon plus efficace. Donc voilà, je vous propose maintenant d'illustrer tout ça au travers de l'exemple d'Engie Axima, et donc je vais passer le micro à M. Vidal. Donc Engie Axima, juste pour se présenter, donc je suis Sébastien Vidal, responsable du département essai chez Engie Axima à la direction déléguée nucléaire. Steve Ménard qui est le conducteur des travaux et qui est en charge justement toute la partie analyse vibratoire. Donc juste pour expliquer un petit peu qui on est au niveau de la DDN, c'est une école de ventilation nucléaire qui est basée sur Bordeaux où on réalise énormément de formations, aussi bien en analyse vibratoire qu'en module de formation, gestes techniques, maintenance statique et autres. On a 9 agences en France, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, 460 collaborateurs, 3 métiers et sur 35 sites clients en France. Et depuis maintenant près de 2 ans, on a développé l'activité justement analyse vibratoire sur les différents sites nucléaires en France. Pourquoi on est parti avec cet outil, le Falcon, c'est que dès le départ, on a vu qu'on avait une optimisation sur le temps d'analyse qui était relativement intéressante et que derrière, on en sortait des résultats très très intéressants. Donc justement, là, on est sur notre école de ventilation où on est en train d'utiliser le Falcon, justement, cet outil. Au niveau de l'utilisation, ce qu'on a réussi à mettre en avant, donc associé au logiciel Next, ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est tout ce qu'on arrive à ressortir à ce niveau-là, au niveau des balourds, lignages et courroies, où on arrive à pallier à la problématique directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire intervenir tout un tas de personnes. Directement, on arrive à avoir les éléments et réparer dans l'immédiat les motoventilateurs. Pour la deuxième partie, en général, il faut associer une analyse complémentaire et puis des activités un peu plus lourdes sur du style remplacement, accouplement ou remplacement de roulement, des choses comme ça. Bonjour. Oui, donc comme disait Sébastien, en fait, l'exemple qui était ici présenté, c'était sur le site de l'EPR Flamanville, où on a été justement sollicité pour soi-disant un problème de balourd. Il y a eu EDF qui est passé avant nous en disant on a un problème d'équilibrage, il faut venir équilibrer. Et en fait, en réel, quand on est arrivé, grâce justement à l'autodiagnostic du Falcon, on s'est rendu compte que le système de balourd n'était pas un balourd avéré, mais plus un défaut structurel. Sur en fait les défauts que vous pouvez voir, on a vibré à 48 Hz, 50 Hz et 50 Hz. Et en outre, on voit qu'à 50 Hz, on est sur une fréquence de résonance de structure qui est voisine les 25 Hz. Donc du coup, on a pu directement, suite à l'analyse, directement proposer au client de revoir sa structure ou de directement pouvoir choisir une plage d'utilisation différente, soit 48 ou 52 Hz pour pouvoir optimiser et sortir de cette résonance structurelle. Moi, personnellement, ce que je trouve très intéressant, c'est la façon dont vous avez réussi à intégrer complètement les capacités de l'outil dans votre stratégie, puisque là, effectivement, finalement, en fonction des défauts qui sont sortis automatiquement par le moteur de diagnostic automatique,
Il y aura à la fois des défauts sur lesquels vous êtes dit, bah là effectivement on a le technicien sur site qui va pouvoir interagir avec la machine, typiquement problème de balourd, réaliser un équilibrage, lignage, vérifier le lignage, les courroies avec la reprise de tension courroie, et puis d'autres défauts sur lesquels on souhaite là solliciter une analyse vibratoire au travers par exemple du logiciel Nest. Et donc par exemple quand on a des problèmes de structure, d'accouplement, de roulement, là effectivement on décharge les données qui ont été mesurées avec l'appareil équipé du diagnostic automatique pour avoir un expert en vibration derrière qui confirme la présence du défaut de façon à planifier l'opération de maintenance. C'est des analyses sur demande, c'est des tournées d'inspection avec un contrôle, c'est de l'analyse continue avec des capteurs. Je n'ai pas compris le contexte en fait, dans lequel vous avez mis ça en place. Oui, donc en fait, nous, on intervient plus à la demande du client, en fait, sur une urgence. Principalement, l'EPR, parce qu'on était en train de faire passer les services essais et ils se sont rendus compte qu'en domaine vibratoire, on était hors critères. Donc en général, c'est des gens qui font les mesures, qui nous appellent quand ils sont hors critères vibratoires. Et beaucoup aussi au titre de la maintenance, on travaille principalement sur les CNP nucléaires. Et donc du coup, souvent, les équipes de maintenance, lorsqu'ils font des interventions, qu'ils veulent requalifier le matériel, ils se rendent compte qu'ils sont hors critères vibratoires. Et là, c'est nous qui rentrons, qui venons intervenir. On n'est pas encore sur... on travaille principalement pour EDF et l'instrumentation en continu, sur les ventilateurs, du moins, ils n'y sont pas encore. Oui, j'ai un peu la même question que pour le conférencier précédent. Avec ça, vous n'essayez pas de faire du prévisionnel? Par exemple, on sait très bien que la courbe de dégradation d'un roulement, ça ressemble vaguement à une exponentielle avec toute une partie plate et puis pouf, d'un seul coup, ça peut partir très vite. Donc, vous n'avez pas essayé à partir justement d'une analyse de tous ces signaux, de voir où on en était sur cette année courbe? Effectivement, après, donc, dans le diagnostic automatique, en fait, on a vraiment deux niveaux. Aujourd'hui, on a un premier niveau qui est l'état global de la machine, vert, jaune, rouge, où là, effectivement, il y a une part de prévisionnel. Alors, ça ne va pas dire la machine va tomber en panne le mardi 23 à 13h30, mais ça classe la machine automatiquement pour dire vert, tout va bien, rouge, il y a un défaut qui doit être corrigé rapidement, et jaune, il y a un défaut, mais il n'y a pas forcément d'action de maintenance à planifier immédiatement. Donc un défaut à suivre, mais pas d'action de maintenance à planifier immédiatement. Après, donc ça, c'est vraiment sur l'application portable, on va être sur des contrôles, des mesures potentiellement tous les mois, ou uniquement lorsqu'on est sollicité. Donc on n'a pas forcément d'historique. Voilà, c'est le cas, on a la machine qui n'est pas connectée, on n'a pas de données. Après, effectivement, sur les cas des machines connectées, effectivement, déjà, il y a un premier choix de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Est-ce que c'est vraiment du temps réel? Est-ce que c'est du sans fil? Ça va dépendre de la vitesse à laquelle la machine peut se dégrader. Donc ça dépendra du type de machine. Et effectivement, après, sur la partie online temps réel, on peut imaginer plus de choses pour la suite. Aujourd'hui, on se concentre, parce qu'on est déjà sur des applications plus complexes, sur lesquelles on a des experts qui sont déjà en place. Aujourd'hui, en tout cas au niveau d'AQM, pour ces applications plus complexes, on se concentre vraiment sur la détection d'évolution anormale. Déjà dans un premier temps, sans aller jusqu'à la prévision pour ces applications, mais parce que de par nature, elles sont déjà plus complexes. Sur votre moteur d'intelligence artificielle, vous récupérez donc le signal vibratoire pour l'analyser. Est-ce que vous collectez des variables de contexte complémentaires du genre température ou les conditions de fonctionnement de l'équipement ou vous voyez ce que je veux dire, hein, vitesse de rotation, enfin tout ce qui peut impacter le résultat et qui n'est pas le signal lui-même? Ouais, effectivement, donc déjà au niveau de la configuration, donc on a un outil de configuration automatique qui va permettre, sans être un expert, de définir automatiquement quelles mesures doivent être réalisées. Et donc pour savoir quelles mesures doivent être réalisées, on a besoin de connaître la vitesse de rotation, la plage de puissance, le type de montage, typiquement. Et après, effectivement, on peut être en face de machines qui ont des conditions de fonctionnement variables. Donc là, si on a dit que la machine a une condition de fonctionnement variable, on va demander automatiquement à l'utilisateur de rentrer la vitesse de rentrer ou de mesurer la vitesse de rotation une fois qu'il sera devant la machine. Après, on permet aussi la mesure de température. L'utilisateur peut collecter des informations du process en complément de son diagnostic. Aujourd'hui, pour être très, très concret, on utilise la vitesse de rotation, parce qu'effectivement, après, elle a d'autres impacts sur ce qu'on va chercher dans les vibrations, mais on n'exploite
pas plus que ça, on les collecte, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles pour l'utilisateur à côté de ses vibrations, à côté de son résultat de diagnostic automatique. Il aura dans sa mesure les informations du contexte. Mais aujourd'hui, on ne les exploite pas en tant que telles. On n'en a pas forcément besoin pour établir le diagnostic automatique. Par contre, oui, la vitesse de rotation, la puissance, c'est des choses qui sont complètement intégrées afin de réaliser les bonnes mesures et appliquer les bonnes règles. Justement, vous compléterez dans l'analyse que vous faites, est-ce que vous avez les conditions nominales de fonctionnement de l'équipement théorique et du coup celles constatées, parce que ça peut expliquer beaucoup de choses aussi. Justement, c'est là où je voulais en venir. En fait, du coup, le Falcon est aussi équipé d'une lampe thromboscopique en fait, pour reprendre la fréquence en temps réel et aussi d'un thermomètre infrarouge qui est incorporé dedans. Et sur un site nucléaire, justement, on a eu un souci comme ça, défaut vibratoire après une intervention. Et il s'avérait qu'on avait, donc c'était un ventilateur qui était accouplement par courroie, donc en fait un ventilateur lié avec une courroie et un moteur. Si on avait le même diamètre d'arbre, on était en diamètre 80 sur le moteur et sur le ventilateur. Et en fait, sûrement par erreur ou je ne sais pas trop, en fait, il s'est passé qu'ils ont eu une inversion de poulie. C'est-à-dire qu'en fait, la poulie menée s'est retrouvée menante et vice-versa. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une vitesse de rotation du ventilateur qui était bien supérieure à celle qu'elle devait l'être. Et ça, c'est grâce au Falcon que j'ai pu le voir. Parce que du coup, une fois qu'il y a les protections, les carters, machin, on ne voit pas forcément toujours en visuel les éléments tournants par mesure de sécurité. Et en fait, quand j'ai voulu faire mon analyse, le Falcon m'a dit qu'en fait, la vitesse de rotation que je lui avais entrée n'était pas cohérente avec celle qui était réellement sur le ventilateur. Et de là, en fait, on a pu s'apercevoir en faisant la démultiplication, le rapport, que c'était à cause de ça. Chose qu'avec un élément de vibration normal, un outil normal, j'aurais pas pu détecter, en fait.